Ça fait donc un mois, jour pour jour, la disparition de Lina dans la vallée de la Bruche. Est-ce que l'enquête avance? Comment travaillent les enquêteurs, les magistrats, les avocats aussi dans cette affaire? On va faire le point sur cette affaire qui a plongé la vallée dans l'inquiétude depuis le 23 septembre. Donc bonsoir Éric Lefebvre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir, avocat pénaliste au barreau de Strasbourg. Il y a peu d'éléments nouveaux depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. C'est pas pour autant un temps mort du point de vue de l'enquête? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on est dans une deuxième phase. Pour prendre une image, le début, c'est le sprint. Il faut aller très très vite, parce qu'il y a plein de choses à vérifier, dans un temps contemporain de la disparition. Puis ensuite vient un travail plus de fond, mais où il faut se hâter lentement. C'est-à-dire à la fois ne pas perdre de temps, mais ne pas non plus passer à côté d'une piste, si ténue soit-elle. Du point de vue des proches, de la famille, on pourrait se dire qu'il faudrait que ce soit un sprint tout le temps. Oui, mais le problème du sprint, c'est qu'on a tendance à confondre parfois vitesse et précipitation, et on peut passer à côté de quelque chose. Donc il faut faire vite, le plus vite possible, tout en faisant attention à ne rien laisser de côté. C'est ça le principe. Léo Florence, notre reporter, nous expliquait tout à l'heure qu'il avait vu des enquêteurs sur le terrain de manière très discrète. Pourquoi les gendarmes sont toujours à Plaine, Saint-Blaise-la-Roche, dans des véhicules banalisés? C'est quoi le travail qui est mené? Le travail, il est simple. On est exactement dans ce que je venais de dire. Il y a des choses qui se font tout de suite. On va vérifier tout de suite, par exemple, tout ce qui est rapide. Téléphonie, éventuellement géolocalisation des véhicules, quand ceux-ci ont des GPS, ou même pour le téléphone. Après, il y a un travail qui va être un travail de recoupement des données. On va vérifier les éventuelles pistes qu'on a. Quand vous avez des gens qui vous disent « j'ai vu quelqu'un à tel endroit », on essaye de cerner d'abord la période de temps pour voir si c'est compatible. Et ensuite, on revient sur le terrain, parce qu'il se peut qu'à tête opposée, quelque chose vous ait échappé, ou qu'au contraire, on ait un élément complémentaire qui se rajoute. Donc on ne peut rien passer, on ne peut rien omettre, rien mettre de côté, tout est important. Est-ce qu'il peut aussi arriver que des auteurs d'enlèvement, si on retenait cette hypothèse de l'enlèvement, reviennent sur les lieux pour cacher des... Ça s'est déjà vu, dans les années 70, l'affaire Patrick Henry. Il était au premier rang en train de réclamer, pour le coup, la peine de mort contre l'auteur des enlèvements d'enfants. C'était lui, il a été condamné pour ça. Donc c'est aussi quelque chose. Mais là, on avance un peu vite quand même. Quand est-ce que les enquêteurs ont refait le tour de ces investigations techniques que vous évoquez? On comprend que ce soit, on l'a dit, un travail de titan, les bornages téléphoniques, des centaines de téléphones et tout ça. Mais là, ça fait un mois maintenant que Lina a disparu. On va quand même arriver au bout de ce travail-là très technique. Le travail est très technique. Vous avez ce qu'on appelle des réquisitions opérateurs. Donc les opérateurs vont vous donner tous les téléphones, tous les terminaux, c'est comme ça qu'on dit, qui vont borner dans un temps contemporain. Et après, on va recouper. On va voir si ça se déplace. Si le téléphone et ça, maintenant, c'est pas terminé? Alors, ça peut être terminé sur une zone donnée. Mais rien ne vous dit qu'ils ne sont pas en train d'élargir. Je lisais ce matin qu'il y a une route que seuls les gens de Plaine connaissent, qui permet le cas échéant aux gens qui sont un peu, on va dire, un peu pris de boisson pour monter vers le col de la Hans. Ils peuvent aussi regarder par là. Il y a tout un tas de choses. Donc on peut étendre à d'autres relais pour voir si on n'a pas quelque chose qui pourrait faire sens. Alors, il y a une cellule d'enquête spéciale, 15 enquêteurs qui travaillent exclusivement sur cette affaire. Est-ce que c'est un chiffre classique ou c'est vraiment important? Je connais pas je connais pas le nombre exact, mais je sais qu'à chaque fois qu'on a une affaire d'envergure, il y a une cellule avec des gens qui ne vont faire que ça. Parce que vous imaginez bien qu'une section de recherche, comme la police judiciaire de manière générale, plusieurs enquêtes. Parfois, on mène plusieurs enquêtes de front. Là, c'est des gens qui sont dédiés uniquement à ça, pour l'importance de l'enjeu, qui est évident, de retrouver cette petite. Alors, vous évoquiez le sprint, la course de fond. Est-ce qu'il est possible qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé? Ça arrive malheureusement dans des affaires d'enlèvement, de séquestration mystérieuses qui... Oui, ça arrive et parfois on a, j'allais dire, la réponse des années et des années après. On connaît tous l'affaire des disparus de Lyon avec Émile Louis, on en connaît d'autres. Il y a eu Michel Fourniret. Vous voyez, on peut ne pas avoir de réponse, comme ça peut arriver rapidement. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire ça c'est une affaire où on aura une réponse ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas. La maman de la jeune fille, la maman de Lina est défendue par l'un de vos confrères au barreau de Strasbourg. Est-ce que cet avocat a accès au dossier maintenant qu'une instruction est ouverte? Alors, l'avocat, toujours, à partir du moment où il est constitué partie civile, où sa cliente est constituée partie civile, il a accès au dossier, il a tous les droits d'une partie. Donc le seul élément auquel il n'a pas accès directement, c'est les commissions rogatoires en cours, c'est-à-dire les actes qui sont en passe d'être réalisés ou qui se réalisent. Par exemple, une info par laquelle on aurait un téléphone
qui nous intéresse. Tant que ça n'est pas fait, il ne le sera pas. Mais il peut demander au juge, s'il lui a une piste, par un oui-dire, par une information, bien de faire un acte particulier. Donc ça veut dire que la maman d'Ina peut avoir aussi accès à toutes ces informations. Tout à fait. Est-ce que c'est pertinent? Comment doit se positionner votre confrère dans une situation comme celle-là? Alors, mon confrère est d'abord le porte-parole de sa cliente. Donc il doit en respecter la volonté. Ensuite, c'est à lui de faire, j'allais dire, l'interface entre un dossier qui peut être brutal, en fonction de ce qu'on a, et sa cliente. Donc parfois, il nous arrive, je ne parle pas de ce dossier-là, je ne le connais pas, mais d'être un tampon, un amortisseur. C'est-à-dire Eh bien, quand vous avez une information qui, sans être une révélation, vous amène à penser que les résultats ne seraient pas forcément très bons, il faut préparer les gens, leur expliquer en fait. Un travail de décryptage en disant le travail est fait comme ça, on a le retour de cette commission rogatoire, donc on peut déjà ou exclure ou au contraire aller dans une direction. Et après, on regarde ce que les investigations rapportent. Qu'est-ce que vous pensez de le choix qui a été fait par la maman de Lina de arrêter de s'exprimer? C'est un choix raisonnable quand même? C'est un choix raisonnable, tout à fait. Parce que il y a la nécessité de savoir, et puis il y a aussi peut-être la volonté de se protéger pour se reconcentrer sur l'essentiel. Parce qu'à trop s'exposer, malheureusement, on n'est jamais à l'abri de gens qui vous vendront de l'espoir ou autre chose. Donc je pense que cette dame a fait quelque chose. Parfois, on peut se dire aussi, en parlant, en m'exprimant, je vais pouvoir faire parler de cette affaire et puis peut-être faire avancer le dossier indirectement. Oui, mais le risque, c'est les gens qui parlent, c'est les bavards. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien à dire, mais qui veulent dire quand même quelque chose. Parce que je parlais tout à l'heure de se hâter lentement pour les services d'enquête. Quelqu'un vient dire quelque chose, c'est faux, il va quand même y avoir une vérification. Donc ce temps-là, les enquêteurs ne peuvent pas le perdre. Une dernière question sur le dernier communiqué du parquet de Strasbourg au moment de l'ouverture de l'information judiciaire. Donc voilà, ça fait une quinzaine de jours maintenant. Information judiciaire pour enlèvement et séquestration. C'est assez précis. Et dans le même paragraphe, il est écrit qu'aucune piste n'est écartée ni privilégiée. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, c'est j'allais dire qui peut le plus, peut le moins. Enlèvement, séquestration, on part sur une instruction criminelle, donc avec des délais de prescription qui sont très longs. Le parquet peut toujours prendre un réquisitoire si d'aventure on avait quelque chose de moins important, un autre réquisitoire, et le juge d'instruction, de toute façon, reste, lui, totalement libre de qualifier les faits comme il l'entend. Il a cette obligation au terme de son information judiciaire. Même si l'hypothèse de la fugue et de l'accident semble ne pas être les pistes privilégiées. Merci beaucoup, Maître Éric Lefebvre, d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace.